Bonjour à tous et à toutes. On a plusieurs personnes aujourd'hui qui nous ont joints. Bienvenue à ce PER en direct. Je m'appelle Annick et je travaille au Bureau des affaires francophones de l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette prochaine demi-heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter professeur Marc-André Langlois, professeur de biochimie, microbiologie et immunologie à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, ainsi que déteneur de la chaire de recherche du Canada en virologie moléculaire et immunité intrinsèque. Il nous parlera au sujet des virus, leur taille, leur rôle, ainsi que sa recherche sur le VIH. Bonjour, professeur Langlois. Bonjour. Avant de commencer la présentation, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Premièrement, nous allons avoir une période de questions vers 13h30, alors 1h30. Alors, n'hésitez pas de prendre des notes pendant la présentation et de préparer quelques questions. Toutes les questions pour professeur Langlois sont bonnes et il est là pour les répondre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été envoyées d'avance, donc merci à vous tous. On va essayer d'en répondre le plus que possible, tout en répondant à celles qui nous sont envoyées en direct. Comment faire pour poser votre question virtuellement? C'est simple. Vous avez l'option « Converser » en haut de votre écran. Une section chat, donc clavardage, va s'ouvrir et vous pouvez nous écrire votre question. Il est important de sélectionner l'option « Tout le monde » avant d'envoyer votre message pour que toutes les classes puissent voir votre question, et non seulement professeur Langlois et moi-même. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à professeur Marc-André Langlois. Bonjour tout le monde. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour vous parler de quelque chose qui me passionne, les virus. Donc, je suis un chercheur qui s'intéresse à comment les virus nous infectent et aussi les mécanismes que nous avons pour nous protéger contre les virus. Donc, je voudrais voir ma présentation. Annick, je t'ai en grand plan, mais je ne vois pas ma présentation. Si vous allez par-dessus votre écran et puis vous cliquez « Partager l'écran » et choisir votre présentation. Parfait. Voilà. Excellent. Donc me voici avec mon équipe de recherche. Je dois admettre que la photo a été prise l'année dernière, ce qui explique pourquoi je n'avais pas de barbe sur cette photo. Qu'est-ce que je veux mettre l'emphase ici, c'est que la recherche, je ne la fais pas tout seul. J'ai toujours besoin d'une équipe de recherche avec moi. Cette équipe est formée d'étudiants et de professionnels de recherche. Ici, vous avez Cassandra, qui était une étudiante au doctorat, Maria, qui est une étudiante à la maîtrise, Tyler, un étudiant au doctorat, Marc, qui est un étudiant de baccalauréat de 4e année, et Tara, une technicienne. Et c'est ensemble que nous faisons la recherche. Et c'est vraiment un travail d'équipe qui nécessite un effort d'équipe. Donc, la recherche que je fais est à l'Université d'Ottawa, au pavillon Roger Guindon, que vous voyez ici. Et dans notre recherche, on utilise plusieurs outils. Un des outils les plus importants que nous utilisons pour notre recherche sur les virus sont les hôtes de biosécurité à flux laminaire que vous voyez ici, avec deux autres de mes étudiantes, Cindy et Anna, deux étudiantes à la maîtrise. Et ce sont des hôtes qui nous protègent contre les virus. Vous voyez peut-être mal, mais il y a une vitre ici à l'avant de ces hôtes-là qui protègent les chercheurs des virus. Il y a aussi un nuage, un rideau d'air qui est soufflé à l'intérieur de la hotte qui empêche les micro-organismes de sortir de la hotte. C'est pour ça que les chercheurs peuvent travailler en toute sécurité sans s'infecter. Un autre morceau d'équipement qui est très important pour notre recherche sont bien sûr les incubateurs de cellules que vous voyez ici. Ces incubateurs-là permettent de garder une température constante et aussi un niveau d'oxygène et de gaz constant dans l'environnement de croissance des cellules. Ces cellules-là sont très importantes parce que c'est ces cellules-là qu'on infecte avec nos virus. Donc, à ce point-ci, vous savez très bien qu'il ne s'agit pas de virus informatique. Le type de virus que je veux vous parler ressemble beaucoup à celui-ci. Devant vous, vous avez un exemple du virus de l'influenza. Et c'est de ça
que je veux parler, des virus en général, et aussi des virus auxquels je m'attarde dans ma recherche. Donc, tout d'abord, j'aimerais définir c'est quoi un virus. Le mot virus vient du mot latin qui s'appelle virus, qui veut dire poison. Et pourquoi poison? C'est parce que lorsque les virus ont été découverts, les chercheurs ont réalisé, puis ça c'est il y a à peu près 120 ans de ça, donc pas si longtemps que ça, que lorsqu'ils filtraient des liquides qui normalement empêchaient les bactéries de passer, il y avait certains liquides qui pouvaient passer à travers le filtre et encore contenir un agent infectieux qui causait une maladie. Donc, c'est à ce moment-là que le mot virus est né et donc signifie poison. Donc, pour passer à travers de ce filtre-là, l'organisme devait être très, très petit, beaucoup plus petit que des bactéries. Quelque chose de très spécifique des virus aussi, c'est que ce sont des organismes qui se reproduisent à l'intérieur de d'autres organismes vivants. On appelle souvent les virus des parasites parce qu'ils nécessitent d'autres organismes vivants pour exister, pour se propager et se multiplier. Donc, les virus sont incapables de se reproduire sans l'aide de leurs hôtes. Et aussi, les virus sont souvent connus comme des agents infectieux, donc des agents transmissibles. C'est des agents qui souvent vont causer des maladies chez les organismes qui sont infectés. Un dernier point à mentionner sur les virus, c'est qu'il y a plein de virus. Il y en a des milliers de types différents de virus qui sont partout dans la nature. Donc, où se trouvent les virus? À l'intérieur, se retrouvent surtout à l'intérieur des êtres vivants. Les virus ne se retrouvent pas partout dans la nature, ne se retrouvent pas nécessairement sur des roches ou dans le sable. Les virus ne survivent pas très longtemps à l'extérieur d'un organisme vivant. Donc, où on peut retrouver des virus? Ben, il y a des virus qui peuvent infecter les plantes. Il y a des virus qui peuvent infecter les aliments qu'on mange. Voici une tomate infectée par un virus. Les virus peuvent infecter nos animaux domestiques, peuvent infecter des reptiles. Les virus peuvent même infecter des bactéries. Donc ici, on voit une bactérie qui est recouverte de petits bactériophages, ici en bleu. Les virus peuvent infecter des insectes, tels que des moustiques, qui peuvent ensuite propager la maladie. Et aussi, les virus se retrouvent à l'intérieur de nous. Donc, les humains eux-mêmes peuvent propager les virus. Donc, j'ai dit il y a quelques instants que les virus étaient très petits. Puis, je vais vous faire apprécier jusqu'à quel point les virus sont petits. Donc, imaginez un grain de riz. Un grain de riz peut mesurer environ 1 centimètre. Et dans une autre unité de mesure, on va parler en micromètres, donc 1 centimètre, c'est 10 000 micromètres. Donc, on sait que les virus infectent les cellules. Donc, une cellule humaine, c'est à peu près 20 micromètres, 500 fois plus petit qu'un grain de riz. Un virus, ça peut être jusqu'à 100 à 1000 fois petit qu'une cellule. Donc, pour vous donner une perspective de la taille relative des cellules à un virus, imaginez le Stade olympique de Montréal est une cellule. Et la taille d'un virus correspondrait à la taille d'un frisbee. Donc, c'est très, très, très petit en comparaison. Donc, à quoi ressemblent les virus? Bien, les virus sont très différents les uns des autres. Donc, ici, nous avons un virus de la grippe qui est de forme circulaire. Puis, on voit ici les petits pics à leur surface qui représentent les récepteurs du virus, les antigènes du virus qui vont lui permettre de rentrer à l'intérieur d'une cellule. Ici, c'est une photo du virus de l'Ebola, qui est un virus filamenteux, comme vous pouvez voir, donc une forme très, très différente. Ici, vous avez une représentation d'un bactériophage qui ressemble à une espèce extraterrestre. Ici, c'est le virus de la rage, donc une forme plutôt conique du virus. Voici une image du virus de la variole avec un centre en forme de nœud papillon. Et voici une imagerie de microscopie électronique du virus de l'immunodéficience humaine, qui est un virus de taille ronde, mais avec un intérieur aussi de forme conique. On appelle ça la capside du virus. Donc, quels sont les rôles des virus dans la nature? Mais les virus, en fait, ont deux raisons, deux rôles principaux. C'est des rôles qui sont très égoïstes.
Tout ce que les virus veulent faire, c'est de survivre et se multiplier. C'est tout. Voilà leur raison d'être. Et souvent, lorsqu'ils accomplissent ces deux choses-là, ça va causer des maladies. Ça va causer des maladies chez l'humain, chez les plantes et tous les animaux qui sont infectés. Mais toutefois, les virus ne sont pas toujours mauvais parce qu'on peut les exploiter pour autre chose, surtout en recherche. Donc, avec la recherche scientifique, on utilise souvent les virus pour essayer de mieux comprendre certains systèmes, notamment, par exemple, le système immunitaire, pour savoir comment il fonctionne. On utilise aussi des virus en recherche, maintenant de façon expérimentale, pour traiter le cancer. On parle aussi de virus oncolytiques. On utilise des virus pour guérir certaines maladies génétiques, l'hémophilie. Et on utilise certains virus aussi pour tuer des bactéries, surtout des bactéries pathogènes, des bactériophages. Finalement, on utilise les virus pour développer des vaccins contre ces mêmes virus, par exemple la grippe. Donc, pourquoi nous n'arrivons pas à nous débarrasser des virus? C'est quoi le problème? Bien, les virus humains persistent dans des réservoirs animaux, notamment des animaux qui font partie de notre chaîne alimentaire. Donc, dans la volaille, les poules sont un énorme réservoir de virus qui est très difficile à éliminer. Et aussi, les cochons sont un réservoir de virus. Les oiseaux sauvages contiennent des virus qui peuvent être propagés dans la nature. Les primates dans la jungle. Et aussi, les humains sont des réservoirs de virus. Donc, tant et aussi longtemps que les virus existent dans ces réservoirs-là, on ne pourra pas les éliminer. Donc, c'est un défi de grande taille. Finalement, un animal très intéressant qui agit comme réservoir sont les chauves-souris. C'est un animal remarquable, c'est un mammifère. Puis les chauves-souris, qu'est-ce qu'il y a de si remarquable? C'est qu'elles peuvent être infectées par des virus et ne pas tomber malades. Et on essaie de comprendre comment que ça se passe. Donc, le seul moyen efficace de prévenir l'infection, vous l'aurez deviné, c'est la vaccination. Heureusement, il y a des vaccins disponibles pour plusieurs maladies causées par des virus. On a des vaccins contre le virus du papillome qui cause le cancer, le virus de la grippe, rougeole, rubéole, oreillon, l'hépatite. Donc, nous sommes très chanceux. Ça a été une des avancées les plus remarquables en sciences. Toutefois, le travail n'est pas fini. Il y a encore plusieurs vaccins en développement pour essayer d'éliminer des maladies terribles telles que le VIH, le Zika, l'Ebola et l'hépatite C. Donc, moi, ma recherche, elle est surtout centrée sur le virus de l'immunodéficience humaine, qu'on appelle le VIH. Donc, voici une représentation de ce virus-là. Donc, le virus circulaire avec les antigènes de surface que vous voyez ici qui vont se lier aux cellules. Donc, le VIH est un énorme problème mondial présentement. 35 à 39 millions de personnes sont infectées mondialement par le VIH. La prévalence varie beaucoup d'un pays à l'autre. Au Canada, la prévalence est assez basse. On retrouve 0,1 à 0,5 % de la population au Canada qui est infectée par le virus. Mais il y a des endroits en Afrique où c'est absolument terrible. Une personne sur 4, soit près de 25 % sont infectés dans certains pays de l'Afrique. Donc, il y a définitivement quelque chose qu'il faut faire pour essayer de régler le problème. Donc, un petit peu sur le VIH. Donc, le VIH, c'est le virus qui cause le sida, donc le syndrome de l'infection aiguë par le VIH. Donc, qu'est-ce qu'on voit au début de l'infection ici? Le VIH infecte les lymphocytes T de notre système immunitaire. Et au moment de l'infection, le virus se propage, se multiplie et ça va tuer les cellules CD4 positives que vous voyez en bleu ici. Donc, ici, en bleu, c'est le nombre de CD4 dans le sang. Donc, lorsque le virus se réplique, ce niveau-là tombe. Mais après un moment, le système immunitaire prend le dessus. Donc, les cellules CD4 reviennent, essayent de tuer le virus, mais le virus persiste. Et c'est cette période ici qu'on appelle la latence clinique, où les individus sont encore en santé, ne démontrent pas trop de symptômes, mais le virus se réplique tranquillement. Mais il arrive un point critique où les cellules T CD4 positives chutent énormément et c'est là que les maladies opportunistes vont frapper. Et c'est à ce moment-là que ces personnes-là vont souffrir d'une infection bactérienne, fongique, qui va, sans traitement, va mener à la mort de ces individus-là.
Donc, rapidement, le virus du VIH que vous voyez ici va se lier à la surface d'un lymphocyte T CD4 positif, va rentrer dans la cellule, va répliquer son ARN en ADN, puis va s'intégrer dans l'ADN de la cellule. Donc, le virus va être camouflé. Après un certain temps, le virus va commencer à produire ses protéines et le virus va être relâché dans l'environnement. Donc, nous, notre recherche dans le laboratoire, elle est centrée sur quels sont les mécanismes dans la cellule qui nous protègent contre les virus du VIH. Il y a une famille de protéines qui s'appelle ApoBec3. Ces protéines-là, ici à gauche, nous avons une cellule infectée et ces protéines-là sont exprimées dans la cellule infectée. Ces protéines-là vont rentrer dans le virus qui va être relâché et dans la prochaine cellule que le virus va infecter, ces protéines-là vont faire des mutations. Ils vont inactiver, ils vont tuer le virus. Toutefois, le virus du VIH a une protéine qui s'appelle VIF, VIF. Et cette protéine-là, c'est la protéine qui est responsable de se lier à cette protéine antivirale-là et de les éliminer, de causer leur dégradation. Et c'est pour ça qu'on a un problème avec le VIH. C'est que le VIH réussit à éliminer les barrières, les mécanismes de défense qu'on a contre les virus. Donc, les thèmes de recherche dans mon laboratoire sont centrés autour de ces protéines ApoBec3-là. Dans notre laboratoire, on étudie comment les protéines ApoBec3 fonctionnent, comment elles sont régulées. On étudie leur effet de mutation sur le virus du VIH. Beaucoup de mutations, c'est bien, mais qu'est-ce qui arrive quand il y a seulement quelques mutations dans le virus? Parfois, juste avoir quelques mutations peuvent aider le virus. Et aussi dans le laboratoire, on étudie ou on essaie de développer de nouvelles technologies pour analyser le virus du VIH. Donc, tout ce savoir, ces recherches-là, ont comme but de mieux comprendre comment que le VIH fonctionne et aussi d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour neutraliser le virus. Donc, tel que mentionné, ma recherche, ça ne se fait pas tout seul. J'ai une grande équipe d'individus très intelligents qui travaillent avec moi, des étudiants qui travaillent très, très fort et c'est grâce à tous leurs efforts qu'on peut faire cette recherche-là. Et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la recherche? C'est bien sûr les subventions du gouvernement ontarien puis du gouvernement du Canada qui nous permettent justement de poursuivre nos recherches. Merci. Merci beaucoup, professeur Langlois. C'était vraiment intéressant. Je vais me lancer en ce moment à quelques questions que j'ai reçues avant qu'on a commencé la présentation. Une des premières questions que j'ai eues, c'était c'est quoi la différence entre un microbe, une bactérie et des virus, autres que leur grandeur? C'est une très bonne question. Un microbe, c'est un terme général qui référencie tous les micro-organismes. Donc, un microbe, ça peut être une moisissure, une levure, une bactérie ou un virus. Donc, c'est un terme très général. Une bactérie, c'est aussi un microbe, mais contrairement au virus qu'on a vu, qui nécessite un hôte, donc un animal vivant ou une bactérie pour survivre, une bactérie peut se répliquer de façon autonome. Aussitôt qu'on lui donne un milieu riche en nutriments, la bactérie peut se développer. Les virus, bien entendu, on en a parlé ici, ce sont des organismes qui sont très, très petits, beaucoup, beaucoup plus petits que les virus, qui ne peuvent pas survivre tout seuls. Ils vont nécessiter un hôte qui est vivant pour pouvoir utiliser leurs protéines puis leurs molécules intracellulaires pour pouvoir se répliquer. Parfait. Puis une question ici que je viens de recevoir. Quel est le plus nouveau virus découvert récemment? J'ai de la difficulté à répondre à cette question-là, mais un virus qu'on parle beaucoup récemment, c'est le virus Zika. C'est un virus qu'on connaissait un petit peu parce qu'il était présent en Afrique, puis aussi en Amérique du Sud. Mais ce n'était pas un virus qui causait beaucoup de dommages, ce n'était pas un virus qui s'était propagé beaucoup, donc il était très méconnu par la communauté scientifique. Enfin, il y avait très peu de recherches qui a été faites sur le virus du Zika. Mais au cours des 2-3 dernières années, on a vu une énorme expansion du virus du Zika. C'est un virus qui est transporté par des insectes, notamment des moustiques. Donc, ça pourrait être, cette expansion du virus-là pourrait être due à une expansion des moustiques qui ont réussi à infecter un plus grand nombre d'individus. On
on a vu par les nouvelles que c'est un virus tout à fait dévastateur. Ça cause toutes sortes de problèmes au niveau du fœtus et de l'embryon chez les personnes enceintes. Donc, c'est probablement le virus qu'on entend le plus parler dans les nouvelles récemment. Parfait. Puis une autre question ici. Dans combien d'années pensez-vous qu'un vaccin contre le VIH sera élaboré? Ça aussi, c'est une excellente question. Le VIH s'est démontré d'être un virus exceptionnellement difficile à contrer. Jusque dans les années 80, tous les efforts à développer des nouveaux virus, soit contre la variole, la polio, ont été rencontrés avec succès. Mais toutes les technologies qui ont été utilisées pour développer ces vaccins-là, à cette époque, se sont avérées inefficaces contre le VIH. Donc, ça fait maintenant au-dessus de 30 ans qu'on travaille sur le virus et on n'a toujours pas de vaccin. Donc, à quand le nouveau vaccin? Il y a plusieurs tentatives maintenant de poursuivre des nouvelles technologies pour développer des vaccins qui sont spécifiques au VIH. Personne n'a une date pour quand on va avoir un vaccin sur le VIH. Le plus tôt qu'on va en avoir un, le mieux. Mais à ce moment-ci, dans le temps, on n'a pas d'échéancier. On ne le sait pas. Puis, est-ce que vous croyez que, vous avez mentionné à un moment donné que les virus sont utilisés dans le domaine du cancer. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un jour un vaccin contre le cancer? Il y en a déjà. C'est ce qu'on appelle des virus oncolytiques. Des virus oncolytiques, ce sont des virus qui vont infecter de façon spécifique les cellules cancéreuses et tuer ces cellules-là. Ce type de virus-là était connu depuis un certain temps, mais il a fallu des avancées en génétique, en biologie moléculaire, en virologie, pour pouvoir développer des virus qui étaient sécuritaires, qu'on peut utiliser dans des patients qui ont le cancer. Donc, il y a présentement des essais cliniques en phase 1 et en phase 2 pour évaluer l'efficacité de ces virus-là dans la lutte contre le cancer. Intéressant. Puis, une autre question qui vient d'arriver d'une de nos salles de classe. Est-ce que le virus influenza est identique à chaque année? Non, pas du tout. C'est un virus qu'on dit à ARN, puis ce type de virus-là est très susceptible aux mutations. Il y a deux sources de mutations. C'est les mécanismes de réplication du virus sont très inefficaces. Ils vont faire plusieurs erreurs dans le code génétique du virus. Donc, ceci va induire une diversité génétique naturelle dans le virus de l'influenza. Puis, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a plusieurs souches du virus de l'influenza. Donc, si nous avons un animal de réservoir, tel que la volaille, qui est infecté par plus qu'une souche du virus, on peut avoir à ce moment-là la création de virus influenza hybrides qui possèdent quelques molécules d'une souche et quelques molécules d'une autre souche. Donc, à tous les ans, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une évolution du virus de l'influenza et le code génétique change à chaque année. C'est pour ça qu'à chaque année, il faut développer un nouveau vaccin et essayer de prédire quelles souches de l'influenza vont se rendre jusqu'à nous ici. Ce qui est très, très difficile. Très difficile à faire. Je crois. Puis, nous avons le temps pour une dernière question qui vient d'arriver. Pourquoi as-tu choisi d'étudier le virus? Pourquoi? C'est intéressant comme question. Ma formation initiale est en microbiologie. Donc, j'ai étudié pendant mon baccalauréat à l'université les microbes, les bactéries. Et ensuite, je me suis intéressé au système immunitaire. Je voulais savoir comment que nos lymphocytes combattaient l'infection, nos macrophages, nos cellules de l'immunité. Et ça m'a apporté dans un laboratoire où ils venaient tout juste de découvrir les protéines ApoBec3. Les ApoBec3, telles que je vous ai mentionné, ce sont des protéines antivirales, mais on ne savait pas très bien comment elles fonctionnaient. Donc, une des cibles les plus importantes des protéines ApoBec3, c'est le virus du VIH. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé au VIH et j'ai vraiment apprécié
la complexité de ce virus-là. Puis j'ai été complètement passionné par essayer de comprendre comment ce virus-là fonctionne, comment il détourne toutes les couches de protection qu'on a normalement contre les virus en général, puis les rétrovirus, tels que le VIH. Donc, c'est de comprendre comment tout ça fonctionnait. J'ai trouvé ça fascinant. Puis, ça m'a captivé. Et depuis ce temps-là, je suis toujours resté dans ce domaine de recherche. Un excellent parcours. Donc, et voilà, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. J'aimerais remercier le professeur Langlois, qui est un professeur de biochimie, microbiologie et immunologie à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa pour avoir partagé sa recherche et ses connaissances avec nous, ainsi que toutes les écoles qui nous ont joints pour cette session de PER en direct. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.